Introduction à la cybersécurité. Alors, pour comprendre la cybersécurité, il faut d'abord savoir que le coût des attaques informatiques sont lourdes. En moyenne, une attaque basée sur un logiciel malveillant coûte 2,4 millions de dollars à une entreprise. Une attaque informatique également, ça entraîne de la fuite de données. Par exemple, en 2019, une base de données avec plus de 700 millions d'identifiants et mots de passe a été publiée en ligne. Alors, quel est l'objectif de ce cours? L'objectif de ce cours sur la cybersécurité, c'est de se préparer aux attaques informatiques. C'est effectivement le fait de comprendre ce que c'est qu'une attaque informatique qui va permettre d'évaluer le niveau de sécurité d'un poste de travail, que ce soit à domicile ou en entreprise. Il faut également avoir une compréhension des risques. Une compréhension des risques, ça va permettre donc de pouvoir identifier les risques liés à la connexion à un réseau, voire sans être connecté. Alors dans ce cours, on va voir quels sont les différents types d'attaques informatiques. Il y a d'abord les types d'attaques informatiques qui vont permettre le vol d'informations personnelles, les escroqueries en ligne ou le contrôle à distance de machines. On va voir également comment fonctionnent les attaques, ce que c'est qu'un virus, dont il faut bien évidemment, pour savoir comment fonctionnent les attaques, il faut étudier le fonctionnement des virus informatiques, comment est-ce qu'ils fonctionnent, l'ingénierie sociale, qui n'est pas à négliger, hein. C'est une technique utilisée par les hackers pour manipuler et tromper les utilisateurs. Et on va également s'intéresser à la façon de se protéger contre les attaques. Comment choisir et utiliser un antivirus, pardon, comprendre quelle est l'importance de choisir des mots de passe robustes et mettre en œuvre des bonnes pratiques de sécurité informatique. Déjà, 3 aspects qui est lié à la protection d'un système d'information, un antivirus, le choix de mots de passe robustes et la mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité informatique. Alors ici, on va introduire la cybersécurité. Ça, c'est une définition à connaître. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? La cybersécurité concerne la protection des actifs numériques, tout ce qui est ordinateur, poste de travail, routeur, switch administrable, etc., incluant les ordinateurs serveurs, téléphones mobiles et surtout les données numérisées, ainsi que leur échange via les réseaux de télécommunications. C'est une définition à connaître. L'importance des données. Les données et leur échange sont considérés comme des éléments cruciaux pour la richesse et le développement économique d'un pays, selon les économistes et politiques. Donc, d'où la raison pour laquelle elles sont très convoitées, ces données, par les cybercriminels. Quel est l'objectif de la cybersécurité? Son objectif, c'est d'abord une protection globale. La cybersécurité vise à protéger non seulement les systèmes d'information, mais aussi les personnes, les entreprises et les États contre les cybermenaces. Quelle est la dimension politique de la cybersécurité? La cybersécurité est aussi une responsabilité de l'État, impliquant des mesures légales et politiques pour se protéger contre la cybercriminalité. Ça veut dire qu'en tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées, je ne peux pas ignorer ces mesures légales et politiques.
il y a eu une évolution de la prise de conscience de la cybercriminalité et de la cybersécurité. D'abord, il y a une législation récente qui a été mise en place. Il y a des lois et des projets de loi comme le RGPD, dont on va parler un peu plus loin, ou dans une autre formation, qui est le règlement général sur la protection des données en vigueur depuis mai 2018, renforce la protection des données pour les citoyens européens. Le RGPD, c'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas ignorer quand on est administrateur d'infrastructures sécurisées. Importance croissante de la cybersécurité. Sur les 3 dernières années, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur avec une réelle prise de conscience des États. Quelle est la démarche de la cybersécurité? La démarche de la cybersécurité, c'est d'abord l'analyse et la détection des menaces. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est une première étape essentielle pour comprendre et se protéger contre les menaces. On fait une analyse des risques spécifiques au système d'information des entreprises. Deuxièmement, il faut mettre en place des mesures de protection. Pour cela, il y a d'abord le cadre légal. Quelles sont les obligations et sanctions définies par les lois? Ensuite, il y a les politiques de sécurité, qui sont un ensemble de règles et précautions pour prévenir des risques potentiels. Et puis, bien évidemment, il y a le rôle du RSSI, qui est le responsable sécurité du système d'information, RSSI, est chargé de garantir la sécurité dans tous les processus métiers de l'entreprise. Ce poste n'est pas uniquement technique, mais aussi organisationnel. Donc on voit que mettre en place de la sécurité au sein d'une entreprise, c'est pas uniquement technique, mais c'est beaucoup organisationnel également. Il faut former et sensibiliser. Donc il faut faire une formation des utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de sécurité des données et des moyens de communication. Il faut encourager les utilisateurs à adopter une démarche proactive en matière de cybersécurité. Ça, c'est la démarche de la cybersécurité. L'analyse et la détection des menaces, la mise en place de mesures de protection, la formation et la sensibilisation. C'est la démarche globale. Ensuite, pour bien comprendre la cybercriminalité, il faut en saisir son ampleur. Introduction à la cybercriminalité. Comment est-ce que les hackers ont évolué? Les cybercriminels ne sont pas des individus isolés, mais des groupes organisés, motivés principalement par le gain financier. Très important de comprendre l'objectif des cybercriminels. Organisation des groupes. Comparables à des cartels, ces groupes commettent des délits pour un revenu financier rapide et important en utilisant des méthodes similaires à celles des bandits traditionnels. Quelle est la motivation des cybercriminels? Leur motivation, c'est un gain financier d'abord. Un vol de données. Les groupes de hackers volent et publient des bases de données contenant des informations personnelles. C'est la vente sur le darknet. Ces données sont souvent vendues pour des centaines de milliers d'euros, sauf lorsque d'autres groupes les volent entre eux, empêchant ainsi la monétisation initiale. Il faut savoir qu'il y a une concurrence entre les groupes de cybercriminels. Parfois, quand des hackers parviennent à voler des données,
pour que ces données n'aient plus de valeur, d'autres cybercriminels les leur subtilisent et les rendent publiques sur Internet, sur le Darknet, et donc elles n'ont plus de valeur. Il y a également la volonté de nuire, en plus du gain financier. Il y a la compétition et le sabotage, puisque nuire à une entreprise pour favoriser un concurrent, par exemple. Il y a le cyberespionnage, qui est utilisé par des États pour obtenir des informations stratégiques. Ici, deux exemples notables, par exemple la NSA et Eternal Blue. Donc, à ce moment-là, on avait utilisé des failles pour l'espionnage à l'origine du virus WannaCry en 2017. Pour la DGSE, on a le cas du logiciel Bavard. Donc, il y a eu des suspicions d'espionnage utilisant des logiciels malveillants. On a le logiciel Stuxnet. C'est un virus informatique qui est conçu pour saboter des centrales nucléaires iraniennes considérées comme la première cyberarme. Voilà donc pour présenter un peu l'importance de la cybercriminalité. Et bien évidemment, il y a des impacts et des répercussions. L'état des cyberattaques. En 2018, 92% des entreprises françaises auraient subi des tentatives d'attaque selon le CESIN. Il y a un enjeu étatique. La cybercriminalité est devenue un enjeu majeur pour les États, nécessitant une prise de conscience accrue et des mesures de sécurité robustes. Tout ce chapitre pour saisir l'importance de la cybercriminalité. Il faut ensuite comprendre que absolument tout le monde est une cible. Ça, c'est important. Donc, il faut d'abord prendre conscience de la valeur des données. Il y a des utilisateurs qui sont inconscients. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne réalisent pas la valeur de leurs données personnelles et leur potentiel attrait pour les hackers. Quelle est la motivation des hackers? Le but principal des hackers est de voler des données pour les revendre plutôt que de nuire directement aux individus ou aux entreprises. Ça, c'est très important de comprendre qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas conscients des données, d'où le fait que l'on pense à la formation de ces utilisateurs. Ensuite, il y a des individus qui sont ciblés pour leurs données bancaires. Les hackers cherchent à obtenir des informations bancaires, des identifiants de paiement et des comptes en ligne, PayPal, magasins en ligne. Des emails qui sont utilisés pour espionner, usurper l'identité et effectuer des démarches en votre nom. Effectivement, quand on parvient à avoir le mot de passe de la boîte email, c'est encore mieux. Mais là, effectivement, on va pouvoir faire des démarches au nom d'une autre personne. Valeur des données personnelles, elles sont très facilement revendables, générant beaucoup d'argent, illustré par des cas comme le scandale Cambridge Analytica, que vous pouvez aller voir sur Internet. Quelles sont les techniques de manipulation et d'extorsion qui sont utilisées? Eh bien, on a le phishing, ce qu'on appelle donc sonnage également. Là, on a les hackers qui envoient des emails semblant provenir d'institutions de confiance pour obtenir des données personnelles. Par exemple, un email que on va considérer comme provenant de notre banque, par exemple. L'ingénierie sociale, ça, c'est la manipulation directe des utilisateurs pour extorquer des informations préférées à l'exploitation de failles complexes. L'ingénierie sociale, effectivement, c'est quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir des grosses compétences techniques pour pouvoir la mettre en œuvre. Utilisation de ressources matérielles, on peut utiliser des ressources matérielles pour pouvoir arriver à ses fins. Par exemple, des postes de travail détournés. Les hackers peuvent utiliser la mémoire, l'espace disque
et le processeur de votre ordinateur à votre insu pour diverses activités malveillantes. Par exemple, pour mener des attaques de déni de service sur des serveurs. On a ce qu'on appelle des machines zombies. C'est des ordinateurs infectés utilisés pour envoyer des spams, mener des attaques DDoS ou stocker des fichiers illégaux. On a le crypto mining. On a des navigateurs Internet qui sont détournés pour générer de la crypto-monnaie à l'insu de l'utilisateur. Surtout maintenant avec la blockchain qui permet en particulier de pouvoir justement donc générer de la crypto-monnaie. Il faut des puissances de calcul énormes pour pouvoir générer de la crypto-monnaie. Quelle est l'importance de la cybersécurité? Eh bien, on a d'abord des cibles faciles. Les postes de travail individuels sont souvent plus simples à compromettre que les serveurs offrant un point d'entrée pour des attaques plus sophistiquées. La responsabilité, les utilisateurs peuvent être tenus responsables des attaques menées à partir de leur machine compromise. D'où la raison pour laquelle il faut faire attention à la sécurité de sa machine. Réduction des risques, il est crucial de prendre des mesures pour minimiser les risques avant de subir une attaque. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer la sensibilité des accès publics? D'abord, il y a une question de sensibilisation qui est très importante. La prise de conscience. Il faut se demander, est-ce qu'on a déjà été piraté ou si une société contenant nos données personnelles a été compromise? Et pour ça, on a un outil de vérification sur Internet, c'est l'utilisation du site haveibeenpwned.com, créé par un ingénieur de Microsoft pour vérifier si nos informations figurent dans des bases de données piratées. On vient ici, on récupère ce site, comme ça, CTRL-C, colle le lien, ici, et là on a le site I've been pwned. Est-ce que j'ai déjà été donc usurpé en quelque sorte? Et si vous mettez une adresse email, votre adresse email, vous cliquez dessus. Et là, moi, je constate une très mauvaise nouvelle qu'il y a eu effectivement des cas où j'ai eu cette adresse email qui a été utilisée, qui a été récupérée. Donc, elle figure dans la base de données des mails qui ont été usurpés. Alors, si j'en essaie un autre, bon, celui-là, ça va. Pour le mot de passe, si on peut taper un mot de passe que l'on utilise quelque part pour voir si ce mot de passe, il a déjà été usurpé. AZERTY par exemple, tiens. Ah, oui. Là, il me dit que la façon dont je l'ai créé, parce qu'il y a des majuscules, minuscules et avec un étoile, et si je le fais directement AZERTY, tiens, 1, 2, 3, par exemple, là, on constate que ce mot de passe, il a été vu un certain nombre de fois. Donc ça, c'est un site qui gagne à être connu. Il y a encore d'autres options. On va utiliser par exemple l'API de ce site. API allows the list of pwned accounts, email addresses and names to be quickly searched via RESTful service. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on peut développer une application qui va, en fin de compte, utiliser ce site-là. On pourrait faire cela en Python ou avec un autre langage. Donc, ça, c'est pour voir le site, un site où on peut se rendre compte qu'il est très facile d'être piraté.
Et ça nous sensibilise d'autant plus hein, quand on trouve son login et son password sur un site comme havebeenpwned.com, eh bien, on se dit que mettre en place de la sécurité au sein d'une entreprise, c'est important. Donc, en conclusion, alors d'abord, hein, bien sûr, ce site, permet de recherche d'email. En entrant une adresse email, on peut vérifier si elle apparaît dans des bases de données publiques compromises. Par exemple, entrée d'un email pour constater qu'il a été trouvé dans 2 bases de données piratées, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On peut avoir le détail des fuites, l'information sur les sites compromis, la date des fuites et les types de données volées. On peut tester des mots de passe, comme je l'ai fait montrer. En entrant un mot de passe, le site vérifie qu'il apparaît dans des bases de données piratées. Exemple, un mot de passe courant comme AZERTY est trouvé des centaines de milliers de fois. Alors, on peut également y voir des exemples de fuites de données. On peut, par exemple, afficher des fichiers piratés sur ce site-là, ainsi on recherche bien. En conclusion, il faut que la prise de conscience soit accrue. Effectivement, quand on va sur un site comme ça et qu'on voit ses propres informations dans une base piratée, ça permet de réaliser concrètement le risque. L'importance de la protection des données, comprend pourquoi il faut renforcer la sécurité de ces informations personnelles, la sensibilité des accès publics, toute personne peut être une cible potentielle et il est crucial de prendre des mesures pour se protéger. Donc, quelques points clés, il y a des outils pratiques, utilisation de ce site pour vérifier la compromission de ces emails et mots de passe. Il y a des risques réels, le fait de visualiser des fichiers piratés pour comprendre l'étendue des fuites de données. Et il faut prendre des actions préventives. Importance de choisir des mots de passe forts et uniques et de rester vigilant face aux menaces de cybercriminalité. Alors, il faut également appréhender la menace interne au sein d'une entreprise. Alors, quelle est l'importance de la menace interne? D'abord, on a des statistiques inquiétantes. Selon un rapport de Verizon en 2019, 42% des attaques informatiques proviennent d'acteurs internes ou liés à l'entreprise. On a les acteurs internes potentiels qui sont les employés, salariés, étudiants, professeurs, apprenants, clients d'un service interne comme un accès Internet ou un Wi-Fi. Et il faut connaître les origines des attaques qui peuvent être volontaires ou involontaires. On a les attaques volontaires. Donc, la motivation des attaques volontaires, c'est le vol de données commerciales, clients, propriété intellectuelle, une vengeance personnelle. Un exemple concret, on a Richard Neal, qui était directeur de la sécurité chez SLR, qui a piraté les téléphones d'Aviva, causant une perte majeure de contrats et de réputation pour SLR. On a également, à l'université de Grenoble, la destruction des machines par un étudiant utilisant une clé USB killer. On a des attaques involontaires, c'est les techniques utilisées par les pirates. Souvent, les pirates utilisent des méthodes d'ingénierie sociale pour infecter les postes de travail avec des fichiers malveillants. Alors, quelles sont les cibles prioritaires? C'est les machines des administrateurs réseau, les systèmes, les développeurs et directions pour leur accès privilégié aux données sensibles. Exemple de fraude interne ici, on a la fraude au président, qui est une escroquerie consistant à se faire passer pour un dirigeant afin de tromper un collaborateur en charge de paiement. Le processus, il se présente comme suit, on va utiliser des faux emails pour demander des virements ou pour infecter un poste avec des malwares. Un cas notable, ça a été le groupe Pathé qui a été victime d'une fraude de plus de 19 millions d'euros en 2018. Conclusion, donc il faut une prise de conscience qui est nécessaire. La menace interne est souvent plus simple et rapide à exploiter que des attaques techniques complexes. On voit l'importance de l'information et de la formation. Il faut sensibiliser les utilisateurs à tous les niveaux hiérarchiques sur les dangers et les techniques d'ingénierie sociale. On voit les mesures de protection à mettre en œuvre. Les dispositifs de protection doivent inclure des stratégies pour prévenir les menaces internes en mettant l'accent sur la vigilance et l'information des employés.
Alors, on va aborder la contamination par un malware. Introduction au malware. Prévalence des malwares. 3/4 des attaques informatiques passent par l'exécution de logiciels malveillants appelés malware, d'où l'importance de bien les comprendre. On a ce qu'on appelle l'infection à l'insu de l'utilisateur. Les malwares sont souvent lancés ou téléchargés sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. Quelles sont les méthodes de contamination? On a le phishing et les pièces suspectes. Les utilisateurs reçoivent des emails avec des pièces jointes malveillantes. Parfois, par inadvertance, ces pièces jointes sont téléchargées et lancées, contaminant ainsi le poste de travail. On a la vulnérabilité des applications. Les utilisateurs peuvent être infectés sans action directe de leur part. Exemple, un navigateur web vulnérable exécutant du code malveillant d'un site compromis, téléchargeant un malware directement dans la mémoire RAM. Quels sont les types et les objectifs des malwares? On a les virus, un type spécifique de malware, premier à être connu, mais maintenant une catégorie parmi d'autres. On a les objectifs des malwares, c'est endommager l'ordinateur ou le détourner pour d'autres utilisations malveillantes, exemple en faire une partie d'un botnet. Les antivirus y sont limités. Ils nous permettent de nous protéger contre les malwares connus. Les antivirus ou anti-malware protègent contre les menaces déjà identifiées. On a donc la possibilité qu'ils échappent aux antivirus, puisque les pirates élaborent des malwares sophistiqués capables de contourner des protections antivirus. Donc, quelles sont les recommandations de sécurité? Eh bien, la vigilance et les précautions. Il faut suivre les recommandations de base en cybersécurité pour minimiser les risques d'infection par des malwares. Quelle est l'importance de la sensibilisation? Il faut être constant des méthodes d'infection et adopter des pratiques sécurisées pour protéger ces systèmes. Alors voyons ici une vue globale des différents malwares. Les types de malware. Les virus, définition. C'est un programme informatique qui contamine d'autres fichiers ou programmes du système d'exploitation. On a les vers, définition. C'est une variante des virus capable de s'autopropager vers d'autres machines du réseau sans intervention de l'utilisateur. On a les trojans, les chevaux de Troie. C'est des malwares permettant de créer une porte dérobée sur l'ordinateur infecté, permettant aux pirates de prendre le contrôle à distance. On a les ransomware qui bloquent un système jusqu'à ce qu'une rançon soit versée à leur auteur. On a les cryptologueurs, c'est une forme avancée de ransomware qui chiffre les fichiers de l'utilisateur avec une clé de déchiffrement que seul le pirate possède. Le pirate exige une rançon pour fournir cette clé. Les cryptologueurs sont actuellement la menace numéro 1 en raison de leur effet destructeur. On a les spyware, logiciels espions, qui permettent de prendre le contrôle à distance et d'enregistrer les activités de l'utilisateur, comme les sites internet visités, les captures d'écran, l'utilisation de la webcam et les frappes clavier. On a les adware, qui affichent des publicités ciblées lors de la navigation sur Internet ou modifient les pages d'accueil des navigateurs. Ils n'ont pas nécessairement l'intention de nuire, mais leur objectif est de générer des revenus pour le hacker. Quels sont les objectifs et modes de propagation des malwares? Les malwares cherchent à rester le plus longtemps possible sur le système infecté. Ils se propagent discrètement à un maximum de systèmes. Leur but principal est souvent de générer de l'argent pour le hacker. Quels sont les points clés à retenir? Les virus contaminent d'autres fichiers et programmes du système d'exploitation. Les vers s'autopropagent sans intervention de l'utilisateur. Les trojans créent des portes dérobées pour un contrôle à distance. Les ransomware bloquent les systèmes en échange de rançons. Les cryptologueurs chiffrent les fichiers. Les spyware enregistrent les activités de l'utilisateur et permettent un contrôle à distance. Les adware affichent des publicités cibles ou modifient les pages d'accueil des navigateurs. Tous ces malwares partagent la volonté de rester invisibles sur le système infecté
afin de se propager largement et de générer des revenus pour le créateur. Alors maintenant, ici, on va comprendre les caractéristiques des virus. Quelles sont les caractéristiques des virus? Le type de malware le plus connu est le virus, notamment parce que c'est le premier malware détecté dans les années 80 sur les premiers systèmes informatiques. Dans ce cours, nous examinons les caractéristiques des virus. Caractéristiques des virus. Il y a la propagation. Un virus informatique se propage en contaminant un maximum de fichiers sur une machine similaire à un virus biologique. La duplication. Un virus peut se dupliquer au sein d'un autre programme, produisant plusieurs copies de lui-même et les attachant à des programmes existants sur le système. Il y a l'exécution. Un virus peut être exécuté immédiatement après téléchargement, configuré pour se lancer suite à une action spécifique de l'utilisateur ou rester en attente jusqu'à un moment prédéterminé. Exemple d'exécution, la simple ouverture d'un document Office avec les macros activés peut suffire à exécuter un virus. Comment se comportent les virus? Il y a ce qu'on appelle l'autoduplication. Les virus s'attaquent aux fichiers et programmes pour les corrompre ou les modifier. Il y a le polymorphisme et le métamorphisme. Les virus modifient leur propre code pour se rendre plus discrets et échapper à la détection des antivirus. Il y a le chiffrement. Les virus peuvent chiffrer leur code pour passer inaperçus. Ils ne se déchiffrent qu'au lancement en mémoire. Quel est le cycle de vie d'un virus? Il y a d'abord la conception. Le virus est créé par un développeur, soit en codant à partir de zéro, soit en adaptant un code existant. Des kits gratuits ou payants permettent même aux novices de créer des virus. Il y a la réplication. Le virus est déployé et commence à se répliquer silencieusement sur le système infecté. Ensuite, il y a l'action. Lorsqu'un programme contaminé est lancé, le virus exécute l'action pour laquelle il a été programmé, comme accéder à des données ou chiffrer des fichiers cryptologueurs. Il y a la post-infection. Donc, on va le détecter. Les développeurs antivirus analysent le comportement du virus pour comprendre ses actions et ses cibles. Il y a la défense. Une stratégie de défense est conçue pour nettoyer le système et prévenir la contamination d'autres fichiers ou machines et intégrer ce code de défense dans les mises à jour antivirales. Il y a l'éradication. L'utilisateur élimine le virus en mettant à jour son antivirus avec les dernières définitions de virus. Les mises à jour fréquentes, idéalement de toutes les 2 heures, sont essentielles pour une protection efficace. Quelle est l'importance des mises à jour? Les mises à jour régulières de l'antivirus sont cruciales pour détecter et éliminer les nouveaux virus. Les solutions d'antivirus gratuits offrent généralement des mises à jour moins fréquentes, souvent hebdomadaires. Alors, on va définir les vers, maintenant qu'on a défini les virus. Introduction aux vers. Dans ce cours, nous nous concentrons sur un type particulier de virus appelé le ver. Les vers sont des virus capables de se propager de manière autonome à d'autres machines. Nous illustrons leur dangerosité à travers l'exemple du ver Stuxnet. Caractéristiques des vers. La propagation autonome. Les vers se propagent automatiquement via les réseaux informatiques, les emails ou les dossiers partagés. Une fois un fichier partagé contaminé, toutes les machines accédant à ce fichier peuvent être infectées. Exemple de propagation. La contamination d'un seul fichier partagé suffit à infecter potentiellement toutes les machines qui y accèdent. Exemple de vers Stuxnet. Découverte. Stuxnet a été découvert en 2010 et aurait été conçu par la NASA. Objectif, s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Marquons la première attaque ciblant des systèmes industriels capables de les reprogrammer. Le fonctionnement, le ver se déployait sur les systèmes Windows et ciblait les systèmes de monitoring SCADA utilisés pour le contrôle des appareils industriels. Les automates contrôlés par ces applications développées par Siemens ont été modifiés et reprogrammés par le ver pour endommager les centrales en augmentant la vitesse de rotation des centrifugeuses.
Analyse de Stuxnet, complexité. Stuxnet a été analysé en détail en 2011 par Symantec, qui a estimé les efforts de développement à environ 10 000 jours hommes. Le programme était très complexe et bien écrit, impliquant des moyens considérables pour son développement. Propagation, plus de 45 000 machines, dont 30 000 en Iran, ont été contaminées. Les spécialistes pensent que des centrales ont été réellement touchées, bien qu'il n'y ait pas d'informations officielles à ce sujet. Importance de Stuxnet. C'est un précurseur dans les cyberattaques industrielles. Stuxnet est considéré comme un précurseur dans le domaine des attaques contre les systèmes industriels. Cyberguerre étatique, cet exemple illustre la réalité de la cyberguerre entre États, dépassant les enjeux des systèmes d'entreprise pour atteindre des dimensions géopolitiques. Conclusion, les vers, par leur capacité à se propager de manière autonome et à cibler des systèmes spécifiques, représentent une menace significative. L'exemple de Stuxnet souligne l'importance de la cybersécurité et les enjeux de la cyberguerre entre États, montrant que les attaques informatiques peuvent avoir des conséquences réelles et dévastatrices sur les infrastructures critiques. Voilà pour ce premier cours sur la cybersécurité. Donc, là, ça permet déjà de prendre en main un certain nombre de points liés à la cybersécurité. Et donc, dans notre site de formation à distance, il y a le test sur la cybersécurité qu'il va falloir faire ici, qui se base bien sûr sur ce cours vidéo sur la cybersécurité.